Bon, voilà comment ça commence. Tu es réveillé par un bruit étrange, mais ce n'est pas ton réveil. Il est 5 heures du matin. Après quelques secondes, tu réalises que le son étrange est un coup contre la fenêtre. Mais tu vis au 12e étage. Qui ou quoi pourrait bien frapper? Les laveurs de carreaux? Tu vis dans un immeuble d'habitation ordinaire, pas dans un gratte-ciel avec des bureaux. Les coups sont de plus en plus forts. Tu prends ton courage à deux mains et tu te diriges vers la fenêtre. Tu saisis le rideau et tu le tires brusquement de côté. Ce que tu vois est fantastique. Il y a des petits poissons volants ou flottants à l'extérieur de ta fenêtre. Des milliers d'entre eux. Un banc de sardines qui s'élève directement vers le ciel. Quelques-unes d'entre elles cognent ta fenêtre en passant. Il y a tellement de sardines que tu ne peux pas voir ce qui se passe dehors. Mais quand le dernier poisson passe, le panorama complet s'ouvre à toi. Des poissons, petits et grands, volent entre les maisons. Les pieuvres se déplacent dans les airs avec leurs tentacules. Une énorme baleine dérive lentement vers l'horizon. Au-dessus du toit d'une maison voisine, 2 requins chassent 4 otaries. Un voisin te fait signe, il tient une canne à pêche par la fenêtre et attend que le poisson morde. Un banc, non, une nuée de dauphins passe devant ta fenêtre. Il siffle gaiement, comme s'il te saluait. Qu'est-ce qui se passe? Tu allumes la télé. Toutes les chaînes diffusent la même chose. Les créatures marines de la Terre ont appris à voler, à quitter l'océan et à rejoindre les airs. Tous les vols dans le monde sont annulés. Et les bateaux de pêche sont immobilisés dans les mers, les océans, les lacs et les rivières. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Tu t'habilles et tu vas dehors. Les tortues de mer rampent sur le sol, elles frissonnent, battent des nageoires et s'élèvent dans les airs. Un troupeau de crevettes passe devant toi. L'océan a-t-il perdu sa gravité? Qu'est-il arrivé à toute l'eau? Tu vis dans une ville portuaire près de la mer, alors tu décides d'aller sur la côte. Tu atteins la rive et tu vois que l'eau est calme. La gravité semble intacte, mais les créatures marines continuent à s'envoler dans le ciel. 6 mois plus tard, les gens s'habituent progressivement à un nouveau phénomène naturel. Les poissons occupent la plus grande partie du ciel. Certaines créatures marines pénètrent dans les couches intermédiaires de l'atmosphère. Les petits oiseaux ont presque disparu depuis la présence de poissons prédateurs dans le ciel. Mais les oiseaux de proie qui chassent les poissons ont pris du poids. Ils ont tellement mangé qu'ils ne peuvent plus voler. Les goélands, les albatros, les pélicans et les aigles peuvent à peine supporter leur propre poids. Les avions ont cessé de voler. Et les voyages en bateau ont été multipliés. L'écosystème mondial est en train de subir un changement complet. L'océan devient sans vie. Le nombre de bactéries, de microbes et de divers nutriments présents dans l'eau s'est déplacé dans l'air. Les gens tombent plus souvent malades et dans certaines régions, il devient difficile de respirer. Lorsqu'il pleut, des millions de crevettes et de petits poissons tombent sur le sol avec l'eau. De nombreux mammifères prédateurs qui se nourrissaient de poissons commencent à mourir de faim. Ils sortent sur les routes et dans les villes pour trouver de la nourriture. Les scientifiques font des recherches sur les créatures volantes et découvrent qu'elles ont modifié d'une manière ou d'une autre la structure de leurs poumons. Mais on ne sait toujours pas comment les poissons ont acquis la capacité de voler. Il semble que la nature ait simplement décidé de propulser les gens hors de leur environnement habituel. Les pêcheurs construisent des ballons pour pêcher dans le ciel. Certains athlètes lancent un lasso sur des baleines volantes et les montent comme d'énormes chevaux. Bien que l'atterrissage puisse être difficile, des créatures qui auparavant ne nageaient que dans les profondeurs de l'océan s'installent à haute altitude. Les chercheurs découvrent de nouvelles espèces de poissons jusqu'alors inconnues. Des profondeurs de l'océan, une pieuvre géante s'est élevée dans les airs. Beaucoup l'appellent le kraken. Ce monstre a trouvé un nouveau foyer juste au sommet du mont Everest. Maintenant, tout le monde a peur d'escalader cette montagne. Les créatures des eaux les plus profondes atteignent l'espace. Sur l'ISS, les astronautes observent le passage d'animaux étonnants. Ils ressemblent à des extraterrestres venus d'autres planètes, mais sûrement pas de la Terre. Dans certaines régions, les requins descendent vers le sol pour se nourrir. Dans ces endroits, les gens ont peur de sortir. Les compagnies de pêche achètent d'énormes Boeing et y attachent des filets pour attraper des poissons dans les airs. Mais les vols ne sont pas sûrs, surtout lorsqu'une baleine apparaît soudainement sur leur chemin. Les autorités imposent des couvre-feux dans de nombreuses villes. Les gens montent sur les toits et admirent un spectacle incroyable la nuit. Des méduses volantes flottant dans les airs. Grâce à la protéine bioluminescente des méduses, les étoiles brillantes dans le ciel se mélangent aux créatures transparentes à l'apparence de néon.
Mais attention, certaines de ces méduses sont très venimeuses. Certaines personnes étaient tellement fascinées par ces belles méduses qu'elles les ont touchées et ont fini à l'hôpital. Les calamars, effrayés par les nouvelles conditions, libèrent de l'encre dans les airs. Quand beaucoup de calamars font cela, l'encre bloque la lumière du soleil. Des embouteillages massifs apparaissent sur les routes parce que des anguilles électriques volent dans les rues et perturbent les feux de circulation. Alors que toute l'humanité regarde le ciel, presque personne n'a remarqué ce qui se passe ici-bas. Partout dans le monde, des personnes souffrant d'un étrange handicap physique se présentent dans les hôpitaux. Des trous étranges se forment sous les oreilles des gens. Les médecins ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Mais l'un des patients saute dans un lac et il s'avère qu'il parvient à respirer sous l'eau. Tous les gens ont des branchies. Au début, la plupart des gens refusent d'aller sous l'eau, mais la modification de leurs poumons les oblige à le faire, ou à passer le reste de leur vie avec un masque à gaz. Certaines personnes sont heureuses d'aller sous l'eau et de commencer une nouvelle vie. Le corps humain s'adapte aux températures froides et à la pression élevée. Il y a beaucoup de travail à faire pour créer des villes et des infrastructures, mais les choses ne vont pas si mal. Il y a plus d'espace dans l'eau que sur Terre. 1 an plus tard, l'humanité a commencé à migrer pleinement vers les océans. Mais au lieu d'une nouvelle vie, ils trouvent des déchets. Beaucoup de déchets. Des milliards de tonnes de plastique flottent dans l'eau. Leur nouveau foyer s'avère être un énorme dépotoir créé par les gens eux-mêmes. Le recyclage mondial du plastique commence dans toutes les eaux. Chaque jour, les gens sortent des tonnes d'ordures de l'océan. L'eau devient de plus en plus propre. Des décharges apparaissent sur la terre ferme. 5 ans plus tard, l'eau devient plus propre. Les gens ne vivent plus dans les ordures. Tout le plastique se trouve sur la terre ferme. Dès que le problème est résolu, l'humanité commence à construire des villes sous-marines. Mais ensuite, tous les poissons commencent à tomber dans les mers et les océans. Tout revient au mode de vie habituel. Les gens perdent leurs branchies et ils retournent sur la terre ferme. Les créatures marines vivent à nouveau dans une eau propre. Les philosophes et les scientifiques du monde entier pensent que la nature a décidé de donner une leçon aux gens. Nous comprenons comment vivre dans un monde de déchets et comment nous devons nous soucier de notre planète. Les gens font un effort considérable pour préserver l'écologie du globe. Des usines de recyclage des déchets sont construites. Tout le monde arrête d'utiliser du plastique. L'harmonie est restaurée entre l'homme et la nature. Tu veux faire un high five à une créature marine ? Eh bien, lève ta nageoire, ou plutôt ta main, pour le poisson à main rouge de Tasmanie. Ce poisson ne nage pas, il marche. Il utilise ses mains en forme de nageoire pour se promener sur le fond de l'océan. Et il est très souvent dérangé par les nageurs et les bateaux. Certaines personnes veulent même les rapporter comme animaux de compagnie. Mais il vaut mieux leur faire un simple signe de la main et continuer à nager. Le vampire des abysses. Son nom scientifique est Vampiroteuthis infernalis, ce qui se traduit par « calmar vampire de l'enfer ». Rien que ça. Ce calmar semble avoir pour but de terrifier tout le monde avec son nom, sa couleur rouge foncé, ses pics et le fait effrayant qu'il peut se retourner de l'intérieur comme une chaussette. Il adore se donner en spectacle, mais il est aussi inoffensif qu'un chaton pour les humains. C'est comme si Dracula te faisait peur, mais qu'il n'avait pas de croc pour sucer le sang. Le vampire des abysses se nourrit de particules alimentaires provenant de plantes et de matières animales flottant près de la surface de l'océan. Comme ce n'est pas un prédateur, il a besoin d'une stratégie défensive efficace. Et son apparence vampirique est conçue pour éloigner les grosses créatures qui veulent le manger. Se rétracter est aussi un mécanisme défensif car les zones hérissées de la peau intérieure sont plus intimidantes. Il expulse également une substance qui n'a pas de couleur mais qui est remplie de particules bioluminescentes pour distraire les prédateurs. Le marsouin du Pacifique. Partir en croisière au large des côtes du Mexique semble être la recette des vacances parfaite. Le soleil, l'eau turquoise, la créature marine la plus menacée. Attends, quoi ? Le marsouin du Pacifique n'est pas dangereux, mais ne t'attends pas à ce qu'il reste dans les parages pour dire bonjour ou signer des autographes. Il est incroyablement timide. Cette petite vache, qui est la signification de son nom en espagnol, vaquita, est un minuscule mammifère marin. Avec ses marques noires autour des yeux, elle ressemble plutôt à un panda des mers. En voir un est une chance. Ils sont au bord de l'extinction, surtout parce qu'ils se prennent accidentellement dans les filets de pêche. On estime qu'il n'en reste que 10 à l'état sauvage. Le dragon bleu. Cette petite créature a l'air de sortir d'un film fantastique pour enfants. Il s'agit du Glaucus atlantique, appelé aussi dragon bleu ou hirondelle de mer.
que l'on peut trouver dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. C'est une sorte de mollusque et il ne mesure que 3 cm de long. Ce que tu crois être son dos est en fait le ventre brillant du mollusque. Il flotte régulièrement sur le dos pour que ses couleurs bleues l'aident à se camoufler dans les vagues. Le dragon bleu n'est pas seulement joli, il est aussi intelligent. Il se nourrit généralement de la galère portugaise, également connue sous le nom de physalie. Le dragon bleu stocke les cellules urticantes de cette dernière pour les utiliser plus tard. En quelque sorte, il vole ainsi ses mécanismes défensifs. Lorsque le dragon bleu est menacé, il libère les cellules urticantes qu'il a stockées et les dirige vers l'ennemi pour le piquer avec une puissance supérieure à celle de la physalie. Comme il peut stocker une énorme quantité de cellules urticantes, il peut être une menace pour les humains. Alors si tu en vois un, ne le ramasse pas, il est préférable de l'admirer de loin. Le revenant vit dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Tu te demandes peut-être pourquoi un poisson a une tête transparente. C'est une bonne question. Depuis que l'espèce a été découverte en 1939, on croyait que ce poisson était doté de tels yeux pour voir droit devant lui sans pouvoir faire aucun mouvement. On supposait donc que sa vision était un tunnel. Mais les scientifiques Bruce Robinson et Kim Reisenbichler de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay ont récemment découvert que le poisson peut déplacer ses yeux verticalement au travers du haut de sa tête translucide et ainsi remarquer s'il y a des prédateurs ou des proies à proximité. La tête transparente permet aussi à plus de lumière d'entrer pour qu'il puisse mieux détecter les proies. On pense que le revenant se nourrit de méduses et de petites espèces de poissons. Si tu plonges dans l'océan la nuit, tu auras peut-être la chance de voir comment le corallimorphe boule orange s'épanouit dans l'obscurité. Mais assure-toi d'être rapide, car dès que tu allumeras ta lampe de poche pour le regarder, il rétractera ses tubes à l'intérieur. Le mégalodon. Le requin-baleine n'est pas le plus grand requin connu des humains. Si toutes les espèces de requins formaient un royaume, le mégalodon préhistorique en serait le souverain incontesté. Le mégalodon parcourait l'océan il y a très longtemps, il y a environ 15,9 à 2,6 millions d'années entre le début du Miocène et la fin du Pliocène. Bien qu'il ait disparu depuis longtemps, les gens sont toujours étonnés d'apprendre l'existence de ces gigantesques créatures marines. Le mégalodon pouvait atteindre une longueur de 14 à 18 mètres et ses mâchoires de plus de 1,8 mètre de large. Un fossile d'une dent ayant appartenu à un mégalodon mesurait 18 cm. Il est rassurant de savoir que ces animaux ont disparu depuis longtemps, mais il y a encore des aventuriers qui espèrent rencontrer ce monstre un jour. La pieuvre Dumbo. Cette adorable créature, ou effrayante créature, tout dépend de la façon dont tu la vois, est officiellement appelée Grimpotetis. Plus simplement, on l'appelle la pieuvre Dumbo, du nom du personnage de Disney. Bien que Dumbo, l'éléphant, pas la pieuvre, ait été moqué pour ses grandes oreilles, il est très peu probable que cette pieuvre soit moquée par ses voisins aquatiques. Ce sont les pieuvres les plus profondes, qui vivent dans les profondeurs les plus abyssales de la mer, et tu sais à quel point cet endroit est effrayant. Elles ne mesurent qu'environ 20 cm et passent leur journée à déambuler juste au-dessus du fond en mangeant des escargots, des vers et d'autres aliments qu'elles trouvent dans le courant ou dans les grands fonds. Il existe près de 17 espèces de pieuvres Dumbo et elles ont toutes des différences de taille, de couleur et de parties du corps. Si tu ne te lasses pas des animaux étranges, tu seras heureux d'apprendre que les profondeurs de la mer ont à peine été explorées par les humains. Alors garde l'œil ouvert. D'autres animaux fascinants des profondeurs seront certainement découverts à l'avenir. L'ange de mer. Ces créatures marines ont l'air plutôt mignonnes, mais leur régime alimentaire, lui, ne l'est pas. Leur nourriture préférée sont les papillons de mer. Ils leur tendent des pièges à mucus et les attendent pour les prendre en embuscade. La crevette anémone squat. Cette crevette est minuscule, elle ne mesure que 1,3 cm de long. Elle est aussi connue sous le nom de crevette danseuse à cause de son comportement particulier. Lorsqu'elle est agitée, elle soulève son derrière au-dessus de sa tête et fait une petite danse. Les plongeurs disent aussi qu'elle saute volontiers sur leurs mains et les nettoie. Le crabe de cocotier. Ce crustacé peut sembler assez effrayant, surtout lorsque le soleil se couche. Les crabes de cocotier adultes mesurent environ 90 cm de long. Ils ressemblent à des Bernard l'ermite qu'on aurait laissé grandir. Leur nourriture préférée est la noix de coco, mais ils peuvent aussi chasser des lézards et même de grands oiseaux. L'avocette ruban.
L'avocette ruban est une créature mince et longue qui reste un mystère pour les scientifiques marins. Elle mesure 122 cm de long et possède au moins 750 os dans sa colonne vertébrale, ce qui est beaucoup plus que n'importe quel autre animal dans le monde. La plume de mer. La plume de mer mesure 2,2 mètres de long et il en existe de nombreuses variétés, mais la plupart d'entre elles ressemblent effectivement à un stylo ou à une plume. La ressemblance est encore plus frappante lorsque l'animal a son bulbe rempli d'eau qu'il ancre au sol. Le ver tapis persan. Cette créature ressemble effectivement à un tapis, bien qu'elle soit très petite en comparaison, ne mesurant que 10 cm de long. Capable de devenir à la fois mâle et femelle, il ne s'accouple pas vraiment avec les autres vers. Il se bat plutôt avec eux pour porter la progéniture. L'escargot de langue de flamand. Les touristes aiment ces escargots extraordinaires pour leur jolie couleur, pensant qu'il s'agit d'un coquillage. Mais en réalité, le coquillage est assez terne et caché sous des tissus mous colorés. Ces escargots mangent les parties molles et toxiques des coraux et stockent leurs toxines pour se protéger. Il ressemble à une créature préhistorique venant de l'époque des dinosaures. Cette bête effrayante, c'est le requin pèlerin. Il peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. Nous n'en avons aperçu que 3 au cours des 160 dernières années. La dernière fois, c'était en 2015. Et avant ça, il y a environ 80 ans. Ces requins remontent parfois à la surface pour manger de petits animaux, par exemple des crevettes et autres petits crustacés, et se repaître de délicieux fruits de mer. Mais quand il n'a pas assez de nourriture à la surface, ils peuvent descendre à près de 1000 mètres, où ils restent ensuite pendant des mois. C'est ce que les chercheurs ont découvert en utilisant des balises satellites. Voilà à quoi elles ressemblent. Les requins pèlerins aiment les eaux tempérées, mais ils peuvent migrer sur de longues distances. Ils vivent dans le monde entier. Mais dans les zones tropicales ou subtropicales plus chaudes, ils ne s'approcheront pas de la surface car les températures y sont plus élevées et ils n'aiment pas ça. La méduse à crinière de lion n'est pas aussi rare, mais sa taille est impressionnante. C'est la plus grande de toutes les méduses et l'animal le plus long qui soit. Elle peut mesurer jusqu'à 36 mètres. C'est environ 7 mètres de plus que la plus longue baleine bleue connue des scientifiques. Cette méduse possède entre 70 et 150 tentacules. Et ils contiennent tous d'énormes quantités de neurotoxines qui peuvent sérieusement nuire à ta santé si tu entres en contact avec l'animal. Mais on ne rencontre que très rarement ce type de méduse car elle vit généralement loin des côtes, préférant la haute mer. Tu trouveras habituellement la méduse à crinière de lion à une profondeur maximale de 20 mètres sous la surface, où elle se nourrit de petits poissons, de zooplancton et de certains autres types de méduses. Elle utilise ses tentacules pour capturer son précieux repas. Vous voulez des frites avec ça ? La méduse fantôme géante vit dans l'obscurité des profondeurs océaniques. Son ombrelle en forme de chapeau de plage mesure plus d'1 mètre de diamètre. Cette cloche traîne ses 4 bras buccaux en forme de ruban qui peuvent faire environ 10 mètres de long. Cette créature assez rare utilise ses bras buccaux pour attraper les malheureux animaux qui nagent dans son voisinage sans savoir ce qui les attend. La méduse fantôme géante se propulse dans l'eau avec des pulsations périodiques provenant de sa tête orange. Elle brille faiblement et mystérieusement dans les profondeurs ténébreuses. Elle vit dans tous les océans du monde, sauf dans l'Arctique, sans doute parce qu'il y fait trop froid. À cause de sa forme étrange, on a souvent pris le régalec, ou ruban de mer, pour le mythique serpent marin. Il mesure environ 8 mètres de long, ce qui en fait le plus long poisson osseux que nous connaissions, et vit à une profondeur de 1000 mètres. Le régalec passe la plupart de son temps dans les parties les plus sombres et profondes de l'océan, dans les zones tropicales et subtropicales. Il ne remonte presque jamais à la surface, sauf si on l'invite. C'est une créature argentée, brillante, en forme de ruban, avec une longue nageoire dorsale rouge et des nageoires pelviennes rouges également et en forme de rame. Son corps n'a pas d'écailles et est très fin. Ce poisson peut mesurer jusqu'à 9 mètres et peser 300 kg. Le régalec a de très grands yeux qui lui permettent de bien voir dans l'effrayante obscurité dans laquelle il vit. Le requin à collerette est sans aucun doute l'un des animaux les plus monstrueux du monde marin. Si tu l'apercevais quelque part, tu te dirais probablement que tu es revenu à l'ère des dinosaures. Et oui, le requin à collerette est une créature préhistorique car ses racines remontent à 80 millions d'années. Ce fossile vivant peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Il doit son nom à l'aspect frangé de ses fentes branchiales. Bien que les requins à collerette aient requin dans leur nom, ils nagent comme des anguilles, d'une manière nettement serpentine.
Leur bouche est terrifiante. Semblable à la gueule du grand requin blanc, elle comporte 300 dents en forme de trident alignées sur 25 rangées. Allez, viens, approche-toi un peu. Les chercheurs ont découvert cette créature au 19e siècle, mais elle n'est que très rarement observée, et ce n'est pas étonnant. Elle vit généralement à des profondeurs comprises entre 120 et 1280 mètres. La plupart du temps, le requin à collerette se nourrit de calmars qu'il avale en entier. Ses longues mâchoires lui permettent d'ouvrir très grand sa bouche afin d'avaler des animaux 2 fois plus longs que son corps entier. Les requins lutins sont très rares. Les scientifiques en ont repéré moins de 50 en plus de 120 ans. Mais c'est peut-être mieux ainsi car il s'agit d'un animal plutôt effrayant, avec un museau étroit et des dents pointues. Il est aussi capable de projeter toute sa mâchoire vers l'extérieur lorsqu'il veut attraper quelque chose. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Tandis qu'il rôde dans les sombres profondeurs de l'océan, le requin lutin aperçoit un petit calamar qui lui semble bien appétissant. Le dangereux animal s'approche lentement de sa proie. Lorsque la pauvre créature remarque le prédateur, elle essaie de s'enfuir, mais il est trop tard. Le requin a déjà étendu sa mâchoire sur une dizaine de centimètres. Cette mâchoire est attachée à une partie de sa peau que le requin peut déplier. Cela lui est une grande aide car c'est un animal plutôt lent. Il lui est donc assez difficile de poursuivre ses proies. Après avoir fini son déjeuner, le requin lutin remet sa mâchoire dans sa bouche et s'éloigne comme si de rien n'était. Les requins lutins vivent principalement au fond de l'océan. Comme de nombreuses autres espèces de requins, ce sont des animaux solitaires. Voici une créature de couleur argentée à la peau très rugueuse. C'est le poisson-lune, dont la longueur totale peut atteindre 3,3 mètres. Son autre nom est la maule. Le poisson-lune est le plus lourd de tous les poissons osseux existants. On l'appelle parfois le poisson tête de nageur dans certains pays, à cause de son étrange aspect. Si ces créatures ont une forme si bizarre, c'est parce qu'elles naissent avec une nageoire dorsale qui ne grandit jamais. Elles se replient sur elles-mêmes à mesure que l'animal se développe et forme un gouvernail arrondi. Le poisson-lune est un peu maladroit. Il se déplace à l'aide de ses puissantes nageoires qui lui permettent de nager sur le flanc. Cet habitant des mers est une créature solitaire. Il se nourrit principalement de zooplancton et de méduses. Le requin tapis tacheté est l'un des requins les plus rares au monde. Il peut mesurer plus de 3 mètres de long. Il n'a peut-être pas l'air aussi terrifiant que certains de ses copains, mais il est plutôt doué pour attraper les animaux qui passent près de lui sans se douter de rien, surtout la nuit. Cet animal possède un spiracle qui lui permet de respirer tout en restant immobile au fond de l'océan. Il est immobile la plupart du temps, c'est pourquoi on peut difficilement le remarquer. Son corps plat et ses grandes nageoires pelviennes et pectorales se fondent dans le paysage sous-marin. Ainsi, il est très doué pour se cacher. C'est très utile quand il a besoin d'être en sécurité. Le requin tapis est aussi nommé wobgong en langue aborigène. Ils vivent généralement près du plancher océanique, dans les récifs coralliens, sur les fonds sableux et sous les jetées. Ils ont quelquefois été aperçus à des profondeurs à peine suffisantes pour recouvrir leur corps. Les blobfish sont dépourvus de dents et d'os. Ils ne peuvent donc pas chasser activement. Et comme leur masse musculaire est de faible densité, ils se déplacent assez peu. J'ai eu un colocataire comme ça une fois. Ils puisent leur énergie en se nourrissant sur le plancher océanique. Ils savent aussi comment conserver cette énergie. C'est ce que font la plupart des créatures des profondeurs, car elles ne disposent pas de nourriture en abondance, à la différence des animaux qui nagent plus près de la surface. Pour compenser, leurs corps sont capables de stocker cette énergie, ce qui leur permet de survivre aux périodes de disette. La pression dans les profondeurs où vit le blobfish est 120 fois plus élevée qu'à la surface. Du coup, cet étrange poisson ressemble à une masse gélatineuse bizarroïde dès que tu le fais remonter à la surface. La pression à l'air libre n'est pas assez forte pour donner à son corps l'apparence qu'il a dans son habitat naturel. Il en est tout ramolli. L'uranoscope à bordure blanche pourrait rivaliser avec le blobfish pour le titre de l'animal le plus laid de la mer, tu ne crois pas? Ce poisson a des yeux sur le dessus de sa tête, ainsi qu'une bouche orientée vers le haut, ce qui lui permet de se cacher dans le sable. C'est là qu'il passe la plupart de son temps, ses yeux seuls dépassant du sable. Il se la coule douce ainsi jusqu'à ce qu'un petit animal passe par là. Il peut alors se jeter sur sa cible avec une vélocité incroyable, littéralement en quelques millisecondes. Son mouvement crée un vide dans l'eau et attire un crabe, un poisson ou quelque autre petit animal malchanceux. Une autre tactique implique le venin. Ce poisson possède une épine venimeuse dans son omoplate, ce qui l'aide à attraper d'autres animaux et à se défendre contre ses prédateurs.
Même s'il n'est pas apparenté à l'anguille électrique, l'uranoscope à bordure blanche peut générer un choc électrique d'une puissance de 50 volts. Aïe! Au cours des 30 dernières années, les scientifiques ont fait une incroyable découverte d'une nouvelle créature vivant profondément sous la surface de l'océan. Le nom de cette créature est l'éponge harpe. Si tu te demandes pourquoi il a fallu tant de temps pour découvrir cet animal, il faut savoir qu'il vit généralement à une profondeur d'environ 3400 mètres sous la surface de l'océan. Cette espèce d'éponge a été découverte pour la première fois au large de la Californie grâce à un robot suffisamment solide pour explorer ces profondeurs extrêmes que l'océan a à offrir. C'est sans aucun doute une zone de la planète où même les créatures à l'apparence la plus bénigne peuvent être potentiellement dangereuses. Et les scientifiques ont été surpris de constater que cette créature était bien plus qu'une simple éponge. Cela peut sembler évident, mais l'éponge harpe a été baptisée ainsi parce que sa structure de base, appelée aube, a la même forme qu'une harpe. Chaque aube est composée d'une branche horizontale soutenant plusieurs branches verticales parallèles. Mais ne te laisse pas tromper par l'apparence fantaisiste et amusante de l'éponge harpe, ou par son joli nom. C'est un redoutable chasseur des profondeurs. Elle a une capacité unique de capturer et d'envelopper de petits animaux à l'aide de ses rhizoïdes, des fibres courtes et fines. Grâce à elle, l'éponge harpe s'accroche au fond vaseux et mou de l'océan et attrape les minuscules créatures qui se retrouvent prises dans ses branches par les courants des profondeurs. D'autres créatures spongieuses se nourrissent souvent en prélevant des bactéries et des morceaux de matière organique de l'eau de mer et en les filtrant à travers leur corps. Mais pas notre éponge harpe. Au lieu de cela, elle attrape son futur repas avec de minuscules crochets barbelés qui recouvrent chacune de ses branches. L'éponge harpe a une préférence pour les petits crustacés comme les crabes, les écrevisses et les crevettes. Une fois qu'elle en tient un dans ses griffes, elle enveloppe l'animal d'une fine membrane avant de commencer à le digérer lentement. Les chercheurs pensent que l'éponge harpe utilise cette méthode d'alimentation car il n'y a pas assez de nutriments en profondeur. Cela rend l'alimentation traditionnelle par filtrage des particules moins efficace. Les recherches ont montré que cette créature est encore en train d'évoluer. Les premières éponges harpes que les chercheurs ont trouvées n'avaient que 2 aubes. Mais plus tard, les scientifiques ont découvert d'autres spécimens qui avaient 6 aubes. L'éponge harpe pourrait avoir évolué vers cette structure élaborée, ressemblant à un bougeoir, pour augmenter sa surface. En général, les éponges harpes atteignent une taille de 30 cm, mais les chercheurs en ont trouvé une qui en faisait le double. L'éponge harpe est aussi belle que rare. Tu vois ces petites boules blanches au sommet des branches ? Maintenant, pourquoi ne pas se pencher sur d'autres créatures qui vivent sous la zone photique des océans de la Terre ? Il s'agit de la zone située sous la surface de l'océan qui reçoit encore un peu de lumière du soleil. Grâce à cela, de nombreux organismes et créatures y prolifèrent. Tout animal vivant au-delà de cette zone est considéré comme une créature abyssale. Le ver Annelide tomopteris est un ver segmenté que l'on trouve dans la zone crépusculaire de l'océan. Il s'agit de la zone qui se trouve entre 200 et 1000 mètres sous la surface. Ces créatures ne font souvent pas plus de 2,5 cm de long, mais les plus grandes d'entre elles peuvent mesurer jusqu'à 30 cm. Lorsqu'ils nagent et se nourrissent, ces vers effectuent ce que les chercheurs décrivent comme une incroyable danse. En effet, ils peuvent nager à grande vitesse et opérer très facilement des virages à des angles serrés. Lorsqu'on entend le mot « ver », on pense généralement au ver de terre commun. Il est donc intéressant de savoir qu'il existe un ver des profondeurs qui ne sort jamais de l'eau de toute sa vie. La plupart d'entre nous essaient d'éviter le contact avec les méduses échouées sur le sable ou celles qui nagent près de la surface. Mais tu ne risques pas de rencontrer la méduse Crossota, qui est aussi une créature abyssale. Cette magnifique méduse est généralement de couleur rouge rubis, orange vif ou violet électrique. C'est ce qui a permis aux chercheurs de réaliser qu'ils avaient trouvé une nouvelle espèce de méduse. La créature atteint une taille maximale de 2,5 cm de diamètre. Elle a des tentacules qui s'étendent dans toutes les directions. Si tu t'en approches, elle rassemblera tous ses tentacules vers son corps avant de s'éloigner rapidement à la nage pour éviter le danger. La méduse Crossota est extrêmement rare, tu ne la verras pas très souvent, et tu devras peut-être utiliser le robot de plongée profonde dont on a déjà parlé. Maintenant, si les vers et les méduses peuvent sembler tout à fait inoffensifs, ce n'est pas le cas du poisson vipère du Pacifique.
Cette créature est équipée d'une très grande bouche et ses dents en forme d'aiguille sont la clé de sa stratégie de chasse. Le poisson vipère du Pacifique vit à environ 1500 mètres sous la surface de l'océan. Mais il fait partie des nombreux animaux marins qui migrent chaque nuit des profondeurs vers des eaux moins profondes pour se nourrir. Et qu'y a-t-il au menu d'aujourd'hui? Beaucoup de petits poissons et de crevettes. La créature peut mesurer jusqu'à 30 cm de long. Ses deux crocs avant, qui se dressent sur sa mâchoire inférieure, juste devant ses yeux, sont particulièrement spectaculaires. Lorsque le poisson décroche sa mâchoire, sa bouche peut s'ouvrir assez largement pour engloutir de plus petits animaux. Et sa dentition forme une sorte de cage qui empêche toute fuite. Tu as déjà vu une créature sous-marine qui ressemble à une fraise? Oui, ça existe. Regarde ces petits points sur le calmar fraise. Cette créature a un gros œil et un autre plus petit. On pourrait croire que c'est gênant et inconfortable, mais c'est en fait tout le contraire. Le grand œil gauche regarde vers le haut, il repère les ombres projetées par d'autres animaux dans les eaux peu éclairées au-dessus, et sa forme tubulaire l'aide à collecter autant de lumière que possible. De l'autre côté de la tête du calmar, tu peux voir son œil droit. Il est petit et regarde vers le bas. Cet œil recherche les flashs de bioluminescence produits par les animaux qui se cachent dans les eaux plus sombres en dessous. La bioluminescence désigne la production et l'émission de lumière par des organismes vivants. Au fait, ce calmar a un surnom. Il est connu sous le nom de calmar qui louche. Cela est simplement dû à la différence de taille remarquable entre ses deux yeux. Comme la lumière n'atteint pas les profondeurs de la mer, le corps du calmar fraise semble noir. Cela l'aide à se cacher de ses prédateurs comme les requins et les dauphins. En général, le calmar fraise atteint une longueur de 13 cm. Il vit à environ 900 mètres sous la surface, mais nage vers des eaux moins profondes la nuit. L'étoile à plumes est une créature marine sans colonne vertébrale, mais avec des membres en forme de plumes qui rayonnent à partir du centre de son corps. Cette créature est apparue pour la première fois il y a environ 200 millions d'années. Apparentée aux étoiles de mer, elle ressemble à une fleur. Mais si tu t'en approches, elle s'éloigne rapidement à la nage. Mais toutes les étoiles à plumes ne savent pas nager. De nombreuses espèces ne peuvent que ramper sur le fond de la mer. Comme certaines des autres créatures des profondeurs que nous avons examinées, l'étoile à plumes peut s'adapter à son environnement. Elle a la capacité effrayante de se débarrasser de ses membres, de la même façon que certains lézards peuvent se débarrasser de leur queue. Cela l'aide aussi probablement à échapper à ses ennemis. Les étoiles à plumes vivent partout dans le monde, de l'équateur au pôle, du sommet des récifs des eaux peu profondes aux profondeurs abyssales de la mer. Dans la catégorie des créatures mystérieuses, le nom de celle-ci est tout à fait approprié. Le vampire des abysses pourrait être le symbole officiel de la faune des profondeurs. Il a un corps rouge foncé, d'énormes yeux bleus et une toile semblable à une cape qui s'étend entre ses 8 bras. Ses caractéristiques ainsi que son nom peuvent suggérer que la créature est une sorte de chasseur terrifiant. Mais en réalité, le vampire des abysses est une créature timide au corps mou, de la taille, de la forme et de la couleur d'un ballon de football américain. Il atteint une longueur d'environ 30 cm et vit à 900 mètres sous la surface. Il n'y a presque pas d'oxygène à cette profondeur, mais aussi relativement peu de prédateurs. La première chose que tu remarques, c'est une sensation de lourdeur enveloppante, comme si tu dormais sous une couverture douce mais lestée. C'est agréable et tu n'as pas l'énergie de faire quoi que ce soit, mais tu parviens à trouver la force nécessaire pour déplacer cette couverture. Tu ouvres les yeux et... c'est bizarre. Il y a tout autour de toi comme une lueur bleue. Tu veux te frotter les yeux et tu découvres que tu as des tentacules à la place des mains. Et si on sautait la partie où tu es terrifié, tu n'arrives pas à croire que tu t'es transformé en kraken. Après quelques jours d'horreur existentielle, de panique et de folie furieuse, tu te calmes enfin. Maintenant, essayons de savoir ce que ça fait d'être le monstre le plus terrifiant des océans. Cette couverture lourde, c'est la pression de l'eau. Elle est colossale à la profondeur où tu vis caché. Peu d'êtres vivants peuvent la supporter. Emmène une voiture à cette profondeur et elle se disloquera immédiatement sous cette masse énorme. Mais tu es le kraken. Tu es plus puissant que n'importe quelle voiture. Ton corps ne se rompt pas dans de telles conditions. Ta peau élastique et épaisse peut supporter la pression la plus forte et tes muscles robustes te permettent de te déplacer sans problème. Et cette lueur bleue alors? Tu
Tu te trouves à une profondeur où la lumière du soleil ne pénètre qu'à peine. À cause de la pression de l'eau, tu ne sais pas vraiment où est le haut et où est le bas. Mais heureusement, tu as des yeux immenses qui, comme les lentilles d'un télescope, parviennent à capter la lumière qui vient de la surface. Une personne ordinaire ne verra qu'une obscurité opaque à cette profondeur. Mais tu as un dispositif de vision nocturne intégré à tes yeux, et donc tu vois cette lueur bleue. Il n'y a presque rien si proche du fond de l'océan. Il n'y a que du vide, infini et lourd. Tu vois quelques poissons et des épaves de navires. Les créatures marines que tu croises ici sont plutôt étranges. Voici des poissons pêcheurs, et là, toutes sortes de calmars transparents. Ici, les calmars géants sont tes seuls amis, et tu es comme un roi pour eux. En général, on s'ennuie pas mal au fond de l'océan. On dort et on mange, c'est à peu près tout. Et si tu nageais un peu plus haut pour voir ce que tu peux te mettre sous la dent? Tu t'élèves et l'eau autour de toi s'illumine peu à peu. Il y a de plus en plus de soleil par ici. Et tu rencontres enfin d'autres habitants océaniques. Les tortues, les requins, les poulpes et les raies s'enfuient dès qu'ils te voient. Mais pas les méduses. Tu ne les inquiètes pas. Tu cherches quelque chose à manger et tu remarques un banc de poissons. Super, ton déjeuner est prêt. Après avoir mangé, tu traînes un peu, t'amusant à faire peur aux poissons et aux dauphins. Ces tentacules si agiles sont vraiment géniales. Et tu en as 10. Il t'est impossible d'exprimer ce que tu ressens, chacun de tes doigts est devenu immense. On dirait des queues de billard. Et c'est incroyable. Quand tu étends tes tentacules, ils deviennent aussi longs qu'un Boeing. Et puis il y a toutes ces ventouses dessus. Tu peux attraper n'importe quoi, si fermement qu'aucune créature ne peut t'échapper. Et grâce à tes nouveaux bras, tu nages vraiment très vite. D'abord, tu les disperses, puis tu les réunis et ils te propulsent en avant. Les puissants courants d'eau que tu crées en te déplaçant éloignent tous les autres poissons. Tu remarques une baleine bleue. C'est le plus grand mammifère du monde. Mais à côté de toi, elle ressemble à un chiot. Alors tu nages, tu manges, tu fais peur aux poissons et aux autres créatures marines et... c'est tout. Ta vie est plutôt morne. Combien de temps cela va-t-il durer? Une centaine d'années? Un millier? Tu veux t'amuser un peu, alors tu montes jusqu'à la surface. Et là, le vif éclat du soleil t'éblouit. Tu essaies de t'y habituer. L'eau est calme, il n'y a pas de vent. Tu regardes autour de toi et tu remarques un minuscule point droit devant. Génial! C'est un grand bateau de pêche en bois et avec des voiles. Tu vas enfin pouvoir t'amuser. Tu as hâte de rencontrer des gens et de leur parler de toi. Alors tu nages joyeusement vers le bateau. Si quelqu'un te voyait, il te trouverait probablement bien effrayant. Tu te retrouves coincé dans un filet de pêche. Comme il est mince, tu peux le déchirer sans problème et tu remontes vers la surface. Les personnes sur le pont du bateau sont terrifiées. Elles crient et courent dans tous les sens. « Hé les gars, où est-ce que vous allez? Je veux juste un peu jouer avec vous. » Il te paraît si petit. Les pêcheurs te lancent des harpons et des haches, mais tu ne ressens aucune douleur. Tu poses un tentacule sur le pont et tu le brises sans faire exprès. Le navire est très fragile, un peu comme une boîte d'allumettes. Mieux vaut ne pas y toucher. En te retournant, tu fais accidentellement chavirer le bateau. Tous ceux qui étaient à bord sont maintenant dans l'eau. Heureusement, tu as assez de tentacules pour tous les sauver. En attrapant les pêcheurs, tu lis l'horreur dans leurs yeux. Il y en a même un qui s'évanouit. Tu remets le bateau sur l'eau et tu aides tout le monde à regagner le pont. Puis tu pousses le navire en direction de la terre ferme. Mais il vaut mieux que les gens sur le rivage ne te voient pas. Ces marins raconteront partout comment ils ont survécu à leur rencontre avec un monstre géant. On dira que tu es terrible, mais personne ne pensera à mentionner que tu les as aussi sauvés. Quelle injustice! Tu retournes dans les profondeurs de l'océan et tu t'endors. Des sons étranges te réveillent. C'est comme de l'eau qui coule d'un robinet dans un évier. Tu ouvres les yeux et tu perçois de faibles éclairs autour de toi. Voilà qui est intéressant. Tu nages et tu te rends compte que c'est un orage qui t'a réveillé. Il semble plutôt violent. Le ciel est noir et les vagues sont énormes. Tu remarques un grand navire au milieu de tout ce chaos. Ce bateau est différent de ceux que tu as pu voir auparavant. Il est tout en fer et il n'a pas de voile. C'est un cargo moderne. Il semble que tu te sois endormi pendant quelques centaines d'années. Les gens à bord t'aperçoivent et lancent une fusée de signalisation. Une lumière rouge vif t'éblouit. En déployant tes tentacules, tu pousses involontairement le navire. Mais comme il est lourd, il ne chavire pas.
Il semble que les technologies aient avancé pendant que tu dormais. La tempête se fait plus violente. Le bateau roule puissamment sur la surface des eaux. Tu essaies de le retenir avec tes tentacules, mais cela ne fait qu'effrayer les personnes à bord. Ils hurlent et tu comprends leur réaction. Un monstre gigantesque est sorti des profondeurs noires et s'est accroché à leur navire. Tu n'aimes pas voir qu'ils ont peur de toi, alors tu décides de t'éloigner. Malheureux, tu vas te cacher tout au fond de l'océan. Être le kraken n'est plus très amusant. Seuls les poissons t'acceptent et ils sont muets. Horrifier les hommes te fait une peine immense. Tu te sens seul au monde. Tu manges ton déjeuner et tu te rendors. « Hé, monsieur Kraken, vous m'entendez ?» dit une voix. Tu te réveilles et tu frissonnes apeuré. Qui a parlé ? Toutes ces histoires au sujet du Hollandais volant sont-elles donc vraies ? Est-ce que c'est un fantôme que tu viens d'entendre ? Je comprends que vous soyez troublé, monsieur Kraken. Nagez jusqu'à la surface et vous saurez tout. Quelques minutes plus tard, tu sors de l'eau et tu vois un énorme vaisseau volant. Il flotte juste au-dessus de la mer. Mais le plus fantastique, c'est que les gens qui sont à bord n'ont pas peur de toi. Ils te regardent avec curiosité et même avec une certaine sympathie. Tu remarques un homme avec un casque étrange parmi eux. « Salut, c'est moi qui vous parle grâce à cet appareil de télépathie. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par la pensée. » Nous sommes au 24e siècle. Les hommes ont inventé une technologie qui leur permet de communiquer avec les animaux. Ils ont découvert que la plupart des créatures n'ont pas de pensée articulée. Elles ne vivent qu'avec leur instinct. Mais un jour, ils ont détecté une activité cérébrale venant des profondeurs de l'océan. Et ils t'ont découvert. Tu es l'un des êtres les plus intelligents de la planète. Et les hommes veulent communiquer avec toi. Enfin, ta vie solitaire est terminée. Il ne restait que quelques heures avant minuit. Certains des 2200 passagers du grand paquebot de luxe faisaient encore la fête dans de magnifiques salons de première classe. Les autres dormaient déjà dans leur lit. Pour quelques-uns, dans des cabines spacieuses remplies de tableaux et décorées de sculptures. Pour les autres, dans de minuscules chambres situées sous la ligne de flottaison. Tous ces gens n'avaient qu'une chose en commun. En cette froide nuit d'avril, ils se dirigeaient tous de Southampton en Angleterre vers New York. Ce navire s'appelait le Titanic, et à cette époque, il était considéré comme insubmersible. Au tout début de son voyage, il avait failli heurter le navire City of New York. Finalement, le Titanic n'était passé qu'à quelques mètres de celui-ci. Les passagers qui se pressaient sur les ponts du paquebot poussèrent un soupir de soulagement. Ils ne savaient pas ce qui les attendait dans un avenir très proche. Quelques jours plus tard, alors que le bateau se trouvait déjà dans l'Atlantique Nord, à 595 km de Terre-Neuve, l'impensable se produisit. Le 14 avril, vers 23h40, ceux qui étaient encore éveillés furent renversés par une force mystérieuse et terrible. Les passagers, déjà couchés, furent projetés au sol. On entendit des hurlements et la panique s'empara de tous. Plusieurs mois avant la catastrophe, un énorme morceau de glace s'était détaché d'un glacier dans le sud-ouest du Groenland. La neige qui le constituait était tombée voici environ 100 000 ans, à l'époque où les mammouths erraient encore sur la planète. Au début de son voyage, l'iceberg était énorme. Il mesurait près de 518 mètres de long et pesait 75 millions de tonnes. Cependant, il dériva très loin vers le sud, jusqu'à la zone que le Titanic devait traverser pour rejoindre les côtes nord-américaines. Bien qu'il eût fondu dans l'eau pendant des mois, l'iceberg pesait alors encore 1,5 million de tonnes. Sa partie émergée dominait les flots de près de 30 mètres. Malgré cela, il semblait inoffensif à côté de l'énorme paquebot, mais seulement à première vue. Ce que les gens voyaient n'était qu'une toute petite partie d'un morceau de glace gigantesque. La plus grande partie d'un iceberg est cachée sous la surface et seulement 1/10 de sa masse est visible au-dessus de l'eau. L'iceberg du Titanic ne faisait pas exception. Le navire était perdu dès qu'il entra en contact avec l'iceberg. Incapable de dévier de sa route, il vint s'écraser contre la glace, détruisant au moins 5 des compartiments de sa coque. Ceux-ci commencèrent immédiatement à se remplir d'eau, qui inonda ensuite tous les compartiments suivants. L'avant du navire commença à couler. Sa partie arrière se souleva alors presque verticalement. Et puis, dans un grondement assourdissant, le paquebot se brisa en deux. La suite est connue de tous. Mais imaginons un instant que ce que l'histoire a retenu de la catastrophe ne soit pas vrai. Et si le navire n'avait pas été détruit par un iceberg ? Et si c'était quelque chose de plus perfide et de bien plus vivant qui avait fait couler le Titanic ? Loin,
Très loin sous la surface, dans les sombres profondeurs de l'océan, une ombre se cache. Représente-toi une créature énorme, ronde, plate et pleine de bras, ou plutôt de puissants tentacules. Elle ressemble à un calmar ou à une pieuvre géante, mais en beaucoup plus colossal encore. On dit qu'elle est aussi longue que 10 navires et qu'elle fait 2,5 km de long. La rumeur dit aussi que les marins la prennent parfois pour une île. Et qu'au lieu de débarquer sur la terre ferme, ils se voient entraînés dans l'océan. C'est le Kraken qu'ils auront rencontré, une créature légendaire redoutée de tous ceux qui s'aventurent en mer. En général, le Kraken hante les mers au large des côtes de la Norvège, par-delà l'Islande et jusqu'au Groenland. Qui sait ce qui éloignera ce jour-là la bête de ses eaux familières? Les températures dans l'Atlantique Nord sont tout aussi basses. Et notre créature s'y sent bien. Et elle est curieuse. Une fois qu'elle a repéré le Titanic, le bateau n'a plus aucune chance. Il fait sombre et les passagers du paquebot ne remarquent pas les premiers signes de danger. L'eau autour du navire commence à bouillonner. Si tu écoutes attentivement, tu pourras entendre un gargouillement étrange. Et si tu regardes avec la même attention, tu verras des milliers de poissons et de méduses remonter à la surface. Ils sentent qu'il se passe quelque chose en dessous. Mais même si une personne sur le Titanic remarquait cette grande agitation soudaine, elle n'aurait pas le temps d'aller se mettre à l'abri. L'horrible bête, avec ses immenses et puissants tentacules, est un prédateur auquel il est impossible d'échapper. Il y a un garçon de 9 ans sur le pont, et il ne sait rien du monstre marin. Tout ce qu'il voit, ce sont d'innombrables petites îles qui surgissent de la mer, très très lentement. Le gamin ne comprend pas ce qui se passe, mais son sang se glace soudainement. Des centaines de petits poissons bondissent entre ces bancs de sable, mais bientôt ils sont soulevés et repoussés par les flancs de l'énorme créature. Plusieurs appendices pointus apparaissent au-dessus de la surface. Le garçon, intrigué, se dit qu'ils ressemblent à des cornes. Mais ils deviennent de plus en plus épais à mesure qu'ils s'élèvent. Bientôt, ils dominent l'imposant Titanic qui paraît alors minuscule. Ces cornes, ce sont les bras redoutables du Kraken. Le garçon est paralysé par la peur, et puis il aperçoit l'œil du monstre. Il fait la taille d'un éléphant. Le gamin se ressaisit alors et s'enfuit en hurlant comme il n'a jamais hurlé. Attirés par ses cris, les gens s'approchent. Ils se rassemblent le long du bastingage, essayant d'apercevoir ce qui a tant effrayé l'enfant. Soudain, ils comprennent. Les passagers et les membres d'équipage viennent se pencher en masse pour mieux voir. Ils ne sont pas téméraires, ils sont simplement sous le choc. Comment réagirais-tu si on te disait qu'une bête terrifiante était sur le point d'attaquer le bateau sur lequel tu te trouves? En plus, il fait sombre et les gens ne distinguent pas clairement ce qui se cache dans les ténèbres. Mais quelques minutes plus tard, le doute n'est plus possible. Tout à coup, la créature lève un de ses bras monstrueux et le tend vers le navire. Il semble être plus long que la coque elle-même. Les femmes se mettent à crier et s'évanouissent. Les hommes sont tout aussi terrifiés. Ceux qui ne perdent pas immédiatement la tête courent se mettre à l'abri avec les enfants. C'est alors qu'un premier coup puissant secoue le navire. Le Kraken a assez attendu. Il veut passer à l'action. La panique s'empare des passagers du Titanic. Le chaos qu'il crée en courant dans tous les sens et en criant ne fait qu'aviver la curiosité de la bête. D'habitude, le monstre préfère qu'on le laisse tranquille. Il reste au fond de l'océan, utilisant ses longs tentacules pour s'accrocher au sol et chasse paresseusement pour se nourrir. Il ne remonte à la surface que lorsque les températures sont exceptionnellement hautes ou lorsqu'on le dérange. Le Titanic est probablement trop gros et trop bruyant. Il a tiré la créature de sa torpeur. La bête remontée à la surface aperçoit un grand bateau scintillant et... waouh! Elle en est fascinée. Elle tend l'un de ses tentacules pour toucher l'étrange construction. Elle est faite d'une matière dure et la bête se demande si elle se brisera sous un peu de pression. Sans attendre, elle s'enroule de tous ses bras autour du bateau et tente de l'écraser. Les petites créatures qui s'agitent tombent à la mer et poussent des cris aigus, commençant à irriter le Kraken. Il se met en colère. Relâchant sa prise, le monstre commence à tourner autour du Titanic, se préparant à l'attaque suivante. Cette fois, elle est beaucoup plus puissante. Le métal s'enfonce et éclate. Encore un coup de tentacule habile et le navire commence à se remplir d'eau. Le Kraken s'éloigne un peu, comme pour aller profiter du spectacle. Mais alors, il remarque que le navire accélère dans une tentative désespérée de s'arracher à sa furie. Les passagers du Titanic poussent un soupir de soulagement. La bête semble avoir disparu. Ils ne savent pas que le Kraken n'a pas fini de jouer. Le bateau commence à ralentir. Sa poupe se soulève lentement et sa proue s'enfonce dans les eaux. Les passagers et les membres de l'équipage sont projetés sur les ponts.
Mais la peur les empêche de crier et tout ceci se déroule dans un grand silence sinistre. Enfin, le navire se brise en deux sous son propre poids. Le fracas est si puissant qu'il effraie même le Kraken. La bête apeurée plonge dans les profondeurs de l'océan, ce qui crée un énorme tourbillon. L'aspiration entraîne ce qui reste du Titanic vers le fond de la mer. Mais le plus tragique dans tout ça, le Kraken ne s'intéresse même pas aux passagers du navire. Cette créature ne mange que des poissons. Elle n'a pas besoin de proies plus grosses. C'est la curiosité de l'animal qui tire maintenant l'énorme paquebot vers le fond. Notre majestueux transatlantique a-t-il un espoir ? Je crois que tu connais la réponse. L'eau bouillonne sous le bateau de pêche comme si quelque chose allait sortir de l'eau. Ça se rapproche de plus en plus. Soudain, tu vois des mâchoires géantes et des dents étincelantes. Quelques secondes plus tard, un énorme requin saute hors de l'eau et fracasse le bateau. C'était le mégalodon, le plus grand poisson qui ait jamais existé sur Terre. Pendant longtemps, nous avons imaginé le mégalodon comme ça, une version agrandie du grand requin blanc. Mais les scientifiques continuent de débattre sur son apparence. À ce jour, ils sont toutefois d'accord pour affirmer que l'image que nous avions de ce requin géant était fausse. Voici les données dont les scientifiques sont sûrs. Taille, environ 15 mètres de long, soit autant qu'un bus scolaire ou qu'une rame de métro, et 8,5 fois la taille d'un adulte moyen. Comparons maintenant avec le requin blanc moderne. Le mégalodon est 3 fois plus grand, mais ce n'est qu'une estimation approximative. Nous n'avons pas de squelette entièrement préservé du mégalodon, car il ne possédait pas d'os, mais du cartilage. Il n'en est pas resté grand-chose au cours des 3,6 millions d'années qui ont suivi l'extinction des mégalodons. Tout ce qui a survécu, ce sont des dents et quelques vertèbres. En comparaison, les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais leurs os solides sont parfaitement conservés et nous avons de nombreux spécimens différents de leur squelette. Les scientifiques ont calculé la taille du mégalodon d'après ses dents et sa mâchoire. Ceci est une dent. Elle mesure environ 18 cm de long, soit davantage que la paume de ta main, et 3 fois la taille des dents d'un requin blanc moderne. La mâchoire du mégalodon faisait 2 mètres de large et comportait 5 rangées de dents. Au total, 276 crocs acérés comme des lames de rasoir. Les autres restes préservés sont la colonne vertébrale. Elle se compose de 150 vertèbres, chacune large de 15 cm. Elles contiennent beaucoup de calcium, car le mégalodon aimait le lait frais. Ah non, c'est parce que ces vertèbres devaient soutenir l'énorme masse du requin géant. À partir de ces fossiles, les scientifiques ont créé un modèle et ont calculé une taille approximative du mégalodon. Mais il aurait difficilement pu s'avérer plus grand. C'est une question de respiration. Plus le poisson est gros, plus il a besoin d'oxygène. Cela signifie que la surface des branchies doit être plus grande. Ce sont les organes qui filtrent l'eau et collectent l'oxygène. Si le mégalodon avait été plus grand, il aurait eu du mal à respirer. Les scientifiques pensent donc que 15 mètres était la taille maximale pour un individu. Mais en moyenne, la plupart faisaient 1 ou 2 mètres de moins. Ouf! Maintenant parlons du poids. En moyenne, un mégalodon pesait environ 30 à 35 tonnes. En comparaison, un requin blanc pèse 1 tonne, donc 30 à 35 fois moins. Facile. Avec ses 7,5 tonnes, un bus scolaire est 4 fois plus léger. Le poids d'un mégalodon peut être comparé à celui d'un Boeing 737 vide. Mais la baleine bleue moderne bat le mégalodon en taille et en poids. 30 mètres de long contre 15, presque 2 fois plus longue, et le poids de la baleine bleue est d'environ 180 tonnes, soit l'équivalent de 6 mégalodons, ou de 6 avions de ligne, ou encore de 33 éléphants adultes si tu aimes les comparaisons. Maintenant abordons la question de l'apparence du mégalodon. Les scientifiques pensent qu'il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait très probablement à un requin taureau géant. Son museau est aplati et ses yeux sont petits. Ses nageoires dorsales sont rejetées vers l'arrière. Le requin taureau en possède 2 de taille similaire. Sa couleur tire vers le brun clair avec un ventre blanc. Il a peut-être aussi eu des taches brun-rouge sur tout le corps, de même que son homologue moderne. Dès la première découverte de ces fossiles, on a pris l'habitude de considérer le mégalodon comme un monstre effrayant. C'était à l'époque de la Renaissance. Les gens ont trouvé des dents prisonnières des rochers. Au début, on pensait que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent. Et voici le premier dessin de ce à quoi était censé ressembler leur propriétaire. Un museau massif avec un nez effrayant et un tas de dents tranchantes comme des rasoirs.
Nous avons également des preuves que les mégalodons étaient de féroces chasseurs, trônant au sommet de la chaîne alimentaire. Le premier outil de combat de leur arsenal était le coup de bélier. Mais le mégalodon était un nageur lent. Il ne pouvait accélérer que jusqu'à 18 km/h. En comparaison, le requin blanc moderne peut atteindre 50 km/h une fois lancé après son déjeuner. Le nageur humain, le plus rapide, ne peut faire que 10 km/h. Bonne chance pour échapper à un requin. Mais le mégalodon avait une masse incroyable. Bien que lent, son coup de bélier avait une puissance énorme. Le mégalodon devait prendre sa proie par surprise, si bien qu'il n'avait qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il mettrait trop de temps à faire un second tour. La manœuvrabilité du mégalodon était comparable à celle d'un gros camion. Mais si le coup de bélier réussissait, la proie était étourdie et ne pouvait plus bouger. À ce moment-là, le mégalodon visait les endroits vulnérables, comme les nageoires et la queue de sa proie. Les scientifiques ont trouvé de nombreux restes d'anciennes baleines, présentant des marques de dents du mégalodon. Il s'avère que le requin géant savait où se trouvaient les organes vitaux de sa proie et pouvait les atteindre. Lorsque la proie était immobilisée, le mégalodon découvrait ses dents. Une personne adulte aurait facilement pu entrer dans sa mâchoire ouverte à pleine hauteur. Et selon diverses estimations, la force de morsure du mégalodon était de près de 11 tonnes. Imagine le poids de 3 SUV concentrés au bout d'une dent pointue. C'est 9 fois la puissance de la plus grande morsure de requin blanc et 6 fois la puissance du détenteur du record moderne de morsure, le crocodile marin. Jette un coup d'œil à cette carte indiquant où les restes du mégalodon ont été trouvés. Amérique du Sud et du Nord, Europe, Asie, Australie. Il était le maître de toutes les mers et était à l'aise partout sur notre planète. Nous avons même trouvé des restes du requin géant dans des sédiments d'eau douce. Peut-être n'avait-il pas peur d'entrer dans les rivières pour chasser. D'autres scientifiques affirment que le mégalodon n'était peut-être même pas un prédateur. Tout cela à cause de sa taille. Il ne pouvait pas nager rapidement. Il ne pouvait même pas faire de course sprint comme le requin blanc. Si une proie essayait de s'échapper, le mégalodon ne prenait même pas la peine de la poursuivre car il ne pourrait jamais la rattraper. Un autre problème est le squelette du mégalodon. Le cartilage est plus faible que les os. La musculature du requin géant n'était donc pas si robuste. Le mégalodon était peut-être même un charognard qui ne se battait jamais. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces anciens requins se sont éteints. Les mégalodons aimaient les eaux chaudes et peu profondes avec des températures au-dessus de 12 degrés. Mais il y a plus de 3 millions d'années, le climat s'est refroidi. Cela a privé les mégalodons de territoire et d'une nourriture abondante. Les baleines primitives, qui avaient constitué le principal régime alimentaire des requins géants, ont commencé à disparaître. Des prédateurs plus rapides se sont accaparés le reste de la nourriture. Le mégalodon a commencé à mourir de faim. Dans l'évolution, un nouvel acteur est entré en scène, les baleines à dents, ancêtres des orques modernes. Elles vivaient en meute et avaient un cerveau plus gros que celui du mégalodon. Alors, au fil du temps, elles ont commencé à le concurrencer. Elles ont profité de sa maladresse. Un groupe d'orques pouvait facilement concurrencer un requin géant. De nombreux scientifiques pensent que c'est là la raison de la disparition du plus grand requin du monde. Mais il existe des théories selon lesquelles le mégalodon est toujours vivant et erre dans les eaux sombres de notre planète. Plusieurs pêcheurs australiens auraient rencontré un requin d'une taille incroyable. Mais personne ne peut confirmer ces témoignages. Des partisans de cette théorie pensent que ces requins géants pourraient se cacher dans les eaux profondes, loin des yeux des humains. Dans la fosse des Mariannes, par exemple, qui est l'endroit le plus profond de notre planète, plus profonde encore que le mont Everest n'est élevé. Et on y a même trouvé les dents d'un mégalodon. Mais la science affirme qu'un tel requin géant ne pourrait pas vivre dans la fosse des Mariannes pour de nombreuses raisons. Et la première, c'est qu'il y fait trop froid. Le mégalodon était probablement un poisson à sang-froid. Il devait donc utiliser la chaleur de son environnement pour survivre. Or, l'eau de la fosse des Mariannes est très froide, environ 4 degrés. C'est parce que plus on descend en profondeur, moins la lumière du soleil y pénètre. La deuxième raison est la pression. Chaque fois que l'on s'enfonce de 10 mètres, la pression augmente d'une atmosphère. C'est-à-dire qu'à une profondeur de 30 mètres, l'eau te presse 3 fois plus fort qu'à la surface. Les muscles et le cartilage faible du mégalodon ne lui permettraient pas de plonger si profondément dans la fosse des Mariannes. Et enfin, le point plus important, la nourriture. Plus on s'éloigne de la surface de l'océan, moins il y a d'organismes vivants. Les mégalodons avaient pour habitude de manger des baleines primitives de 3 à 6 mètres. Seuls de petits poissons vivent dans la fosse des Mariannes. Un mégalodon ne serait jamais capable d'en attraper un. Or, à en juger par sa taille, tout ce que le mégalodon faisait de ses journées, c'était manger, puis chercher à nouveau de la nourriture. Compare son poids à celui d'un humain. Un humain moyen doit consommer environ 2000 calories par jour pour un poids moyen d'environ 80 kg.
Le mégalodon pesait 470 fois plus et avait donc besoin de beaucoup plus de calories. Donc même tous les poissons qui peuplent la fosse des Mariannes pourraient difficilement nourrir un mégalodon, même pour quelques jours. Bref, toutes ces théories sont loin d'être fondées, mais quoi qu'il en soit, il vaut toujours mieux être prudent en mer, n'est-ce pas ? Certains requins ont la capacité étrange de cracher leur estomac puis de le remettre en place. Ce serait bien pratique. La plupart des requins mangent d'énormes quantités de nourriture. Mais le problème est qu'ils ne peuvent pas digérer tout ce qu'ils ont englouti. Ils ont besoin d'un moyen de se débarrasser de résidus comme les carapaces et les becs de tortues de mer, les plumes et les os d'oiseaux, les pinces de homard et autres. Alors ces créatures étonnantes vomissent volontairement leur estomac entier avec tout son contenu. Une fois qu'ils ont terminé, ils réintroduisent leur principal organe digestif dans leur corps, et l'ensemble du processus ne prend généralement pas plus d'une seconde. Certaines espèces de requins, comme les grands blancs ou les macos, ont un système spécial pour réchauffer leurs yeux et leur cerveau grâce à leur rétine. Cela les aide non seulement à mieux détecter les mouvements, mais aussi à améliorer la résolution de leur vision. Quant à ce qui caractérise le requin mako, c'est que cette espèce se déplace souvent verticalement à travers différentes températures. Contrairement à la plupart des gens qui n'ont qu'une seule mâchoire mobile, les requins peuvent bouger librement leur mâchoire inférieure et supérieure. Cela leur permet d'avoir une meilleure prise sur leur repas et de le mâcher plus rapidement et plus complètement. Voilà qui est rassurant. Les requins donnent naissance à un grand nombre de petits à la fois. Cela dépend de l'espèce, bien sûr. Mais le requin bleu, par exemple, est célèbre pour mettre au monde plus de 130 petits à la fois. Les grands requins blancs ont une morsure plus puissante que la plupart des félins de la jungle et de la savane. Un prédateur aquatique de 6 mètres de long peut produire une force de plus de 276 kg par cm², soit une morsure 4 fois plus puissante que celle d'un lion ou d'un tigre. Les humains, avec leur misérable morsure de 10 à 14 kg par cm², ne sont pas du tout dans la course. Les requins houles se défendent en avalant d'énormes quantités d'eau. Le corps du requin devient alors 2 fois plus grand que sa taille normale. Et cela fait fuir les prédateurs potentiels. Les requins peuvent faire pousser plus de 50 000 dents au cours de leur vie. Mais toutes leurs dents ne sont pas les mêmes. Les plus fortes et les plus massives sont à l'avant. Et celles plus proches de l'arrière sont plus petites et moins puissantes. Mais si les dents de devant sont endommagées, ces dents plus faibles peuvent les remplacer. Cela est possible parce que les dents des requins ne sont pas aussi profondément enracinées que celles des humains et elles peuvent bouger. La peau des requins a le même toucher que du papier de verre. Elle est faite de petites écailles ressemblant à des dents qui pointent vers la queue de l'animal. Cela permet de réduire la friction qui se produit lorsque les requins se déplacent dans l'eau. Les requins-baleines ont une peau extrêmement épaisse. À certains endroits de leur corps, elle peut atteindre 15 cm d'épaisseur. C'est l'une des peaux les plus résistantes du monde animal. Les scientifiques doivent faire beaucoup d'efforts s'ils veulent prélever un échantillon de sang de cette créature. Les requins ont un incroyable sens de l'odorat, mais en plus de cela, ils utilisent un autre sens pour détecter les autres animaux. Ils ont des pores spéciaux autour de leur tête, près des narines et sous le museau. Ce sont des organes particuliers, un peu comme une seconde vue. Chaque créature génère un minuscule champ électrique. Grâce à ces espèces de pores, les requins peuvent détecter ces champs électriques et savoir où se trouvent les autres animaux. Les requins ont des oreilles incroyablement fines. Ils peuvent entendre leur repas potentiel à 900 mètres de distance. Ils peuvent aussi capter des sons à basse fréquence, comme ceux produits par la contraction des tissus musculaires d'un poisson. Les requins existent depuis plus de 400 millions d'années. Cela signifie qu'ils ont vécu 4 extinctions massives sur 5. Cela les rend bien plus vieux que le mont Everest, les humains, les dinosaures et même les arbres. Ces créatures remontent à l'époque où les récifs coralliens commençaient tout juste à se former. Certaines espèces de requins peuvent sauter hors de l'eau, comme le grand requin blanc ou le requin pèlerin. Ils sont connus pour pouvoir bondir à plus de 2,50 m dans les airs. Grâce à cette manœuvre, ils peuvent attraper des animaux tels que des phoques ou des oiseaux de mer. Mais à moins que tu ne sois en Afrique du Sud, il est peu probable que tu vois un requin sauter hors de l'eau. Le squelette des requins est composé de muscles et de cartilages qui sont plus légers et 2 fois moins denses que les os. Cela rend les requins plus flexibles et leur permet de faire des virages serrés lorsqu'ils poursuivent d'autres animaux. Ce n'est pas pour rien que les requins marteaux ont une tête si bizarrement formée. Grâce à elle, ces créatures ont une incroyable vision à 360 degrés. Leurs yeux sont légèrement inclinés vers l'avant, ce qui leur permet d'avoir un champ de vision qui se chevauche. Les terrifiantes mâchoires du requin gobelin sont attachées à des ligaments élastiques. Elles peuvent se déplier à partir du museau de l'animal jusqu'à 8 cm.
Cela permet à l'animal de catapulter sa bouche en avant pour attraper d'autres créatures marines. Les requins ne dorment pas comme toi. Certaines espèces ne doivent jamais s'arrêter de nager. Sinon, l'eau cessera de couler dans leurs branchies et ils ne pourront plus respirer. D'autres se reposent, mais n'entrent pas dans un état d'inconscience. Ils entrent simplement dans des périodes de repos spéciales. Ces créatures n'ont pas de paupières, c'est pourquoi leurs yeux restent toujours ouverts et leurs pupilles surveillent leur environnement. Elles gardent aussi leur bouche ouverte pour que l'eau puisse passer dans leurs branchies. Les requins peuvent parcourir des distances remarquablement longues sans avoir besoin de repos. Tout cela grâce à leurs habitudes de sommeil bizarres. Par exemple, les grands blancs peuvent nager sur des distances de plus de 3200 km sans s'arrêter pour manger ou se reposer. Comment se fait-il que ces créatures ne meurent pas de faim? Elles puisent dans la graisse stockée dans leur foie. À propos, cet organe peut représenter jusqu'à 1/3 du poids corporel de l'animal. Contrairement à la croyance populaire, les requins ne nagent pas en marche arrière et ne peuvent pas aller à reculons. Leur queue les propulse vers l'avant et leur nageoire pectorale les aide à garder leur équilibre et à tourner. Cela signifie que ces animaux ne peuvent se déplacer que vers l'avant. Les requins n'ont pas de cordes vocales, ils ne peuvent pas produire de son pour communiquer entre eux ou exprimer leurs émotions. C'est pourquoi ils doivent utiliser des mouvements corporels, comme tordre leur corps ou se retourner. Les requins vivent dans tous les océans du monde, mais plusieurs espèces peuplent aussi des rivières et des lacs d'eau douce. Par exemple, des requins taureaux ont été trouvés dans des rivières tropicales. Ils sont aussi connus pour être capables de nager entre l'eau douce et l'eau salée. Le plus petit requin qui existe est le requin lanterne nain. Cette créature unique ne dépasse pas les 20 cm de long. Mais elle compense sa taille minuscule de bien d'autres façons. Par exemple, certains de ses organes émettent de la lumière. Et comme la créature vit dans les eaux peu profondes, cela l'aide à se camoufler dans les rayons du soleil. Les requins bleus mangent beaucoup, souvent plus que ce dont ils ont besoin. Une partie de cette nourriture peut rester non digérée pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire pour leur apporter de l'énergie. Les requins ont quelque chose qui ressemble à une langue, mais cet organe s'appelle le basi hial. C'est la partie avant du cartilage qui va de la poitrine du requin à sa bouche. Il ne bouge pas et est à peu près inutile. Cette soi-disant langue ne participe pas au processus d'alimentation. Elle n'est pas recouverte de papilles gustatives. Sa seule véritable utilité pourrait être qu'elle soutient certains des os qui relient les branchies du requin. Il existe des centaines d'espèces de requins dans le monde, environ 500. Certaines d'entre elles sont plutôt bizarres. Il suffit de regarder le requin gobelin, le requin pèlerin ou le scalet féroce. Tous ces requins varient en taille, de quelques centimètres à des dizaines de mètres de long. Ils vivent aussi dans des environnements très différents. Les requins tigres mangent tout ce qui leur tombe sous la mâchoire. Parmi les choses les plus étranges qu'ils ont mangées, on a trouvé des caméscopes, des sacs de billets, des plaques d'immatriculation de presque tous les États américains, des laisses de chiens et bien d'autres choses encore. Chaque requin-baleine a un motif unique sur sa peau. Ces taches et rayures peuvent être utilisées pour identifier chaque spécimen, tout comme les empreintes digitales sont utilisées pour identifier les personnes. Le requin griset peut plonger à une profondeur équivalente à 5 Empire State Building. Lorsqu'ils naissent ou éclosent, les bébés requins sont déjà entièrement nourris. Et s'ils choisissent de nager loin de leur maman, ils n'ont pas besoin de chercher de la nourriture pendant au moins plusieurs semaines. Tu es allongé sur la plage la nuit et tu décides d'aller nager. Tu entres dans l'eau jusqu'aux genoux et tu remarques une lueur bleu-vert au loin. Il te semble qu'une pierre précieuse reflète le clair de lune. Alors tu te lances. Arrête-toi tout de suite et fais demi-tour. La lueur flotte dans ta direction et tu vois un petit poisson dans l'eau, de la taille d'un chat. Sa peau brille, il n'a pas l'air dangereux, mais en réalité, c'est l'un des poissons les plus dangereux de la planète. Tu ne confondras pas le squalelet féroce avec d'autres prédateurs marins. Il a une bouche ronde armée de petites dents pointues qui peuvent laisser une marque en forme de cookie sur un bateau en bois. Malgré sa taille, ce poisson effraie les grands requins blancs, les baleines, les requins marteaux et tous les autres. Un jour, l'un d'entre eux a même réussi à abîmer un sous-marin avec ses morsures. Habituellement, ce prédateur vit dans les profondeurs de l'océan, mais il arrive qu'il attaque des humains. Tu es en plongée, en train d'admirer les fonds marins, et tu remarques soudain quelque chose qui se met à bouger. Il existe plusieurs types de poissons qui peuvent se fondre dans le paysage marin, et l'un d'eux est le squatina. Il ressemble à une raie et semble assez amical. Ne nage pas près de lui. Ce prédateur est rapide et possède une forte mâchoire pleine de dents pointues. Il est agressif et peut attaquer. Tu fais du snorkeling et tu vois un banc de petits poissons au loin. Quelque chose de long fait irruption dans le banc et commence à agiter l'eau.
Les poissons s'éloignent dans différentes directions. Ce doit être le requin-renard qui attrape sa proie. Ce requin a une longue queue semblable à un fouet et il l'utilise pour assommer les petits poissons. Bien sûr, si le requin voit un danger, il agitera sa queue pour se défendre et tu ne voudrais pas te retrouver sous ses coups de fouet. Si tu vois un poisson avec de petites crêtes au-dessus des yeux ressemblant à des cornes, alors sache qu'il s'agit très probablement du requin dormeur cornu. Ce prédateur n'est pas agressif. Il nage calmement dans les mers et les océans à la recherche de sa nourriture préférée, crabes, écrevisses, crevettes et oursins. Mais il est tout de même préférable de ne pas l'approcher, car ce requin a l'une des morsures les plus puissantes de toutes les espèces. Son dos et ses nageoires sont couverts de pointes acérées. L'un des requins les plus effrayants que tu puisses rencontrer est le requin gobelin. Tu pourras le reconnaître à sa longue queue et à son teint rosé. Il vit au large des côtes japonaises et doit son nom à son apparence inhabituelle. Imagine que tu es sur un bateau et que tu vois ce requin passer au large. Tu sors un bout de viande d'un récipient et le lèves au-dessus de l'eau. Le requin sort de l'eau pour attraper sa nourriture. À ce moment-là, il ouvre la bouche et une mâchoire d'où sortent des dents pointues viennent saisir la viande directement dans ta main. Le requin fait glisser sa mâchoire en arrière et s'éloigne à la nage. Pour rencontrer le requin suivant, tu dois descendre au fond de l'océan. Il n'y a presque pas de lumière ici, mais tu le verras de loin. Une tête bleue lumineuse. Le corps du requin est noir et ne peut pas être vu, de sorte que l'on dirait que la tête nage toute seule. Ce petit prédateur peut tenir dans la paume d'une main adulte, mais il est préférable de ne pas essayer de le saisir si tu ne veux pas rencontrer ses petites dents acérées. On l'appelle le requin lanterne ninja. Personne ne sait exactement pourquoi sa tête brille. C'est peut-être un moyen d'attirer les proies, mais il y a aussi une théorie selon laquelle ces requins communiquent entre eux à l'aide de la lumière. Dans les eaux profondes de l'océan, tu peux voir un grand serpent. On dirait qu'il rampe sur le fond de la mer, ses mouvements sont rapides et agiles. Ce prédateur marin est aussi un requin. Le requin à collerette ressemble effectivement à un serpent, et pas seulement en apparence. Il peut avaler des proies plus grandes que la moitié de son corps, pourtant long de 2 mètres. Il possède environ 200 dents pointues. Aucune chance que tu le confondes avec une anguille de mer et d'autres créatures marines ressemblant à des serpents. Dans les eaux froides, où la plupart des requins ne nagent pas, tu peux rencontrer cette incroyable créature. Le plus souvent, tu ne la verras pas car le requin taupe bleu nage trop vite. Il se déplace à une vitesse de 55 km/h, ce qui est plus rapide qu'un léopard. Ses proies n'ont aucune chance de lui échapper et ses ennemis ne le rattraperont jamais. Si tu vois une petite bouche lumineuse avec des dents inhabituelles, ressemblant à des assiettes, se diriger vers toi depuis les profondeurs, alors tu dois immédiatement sortir de l'eau. Il est toutefois peu probable que tu puisses croiser cette créature, puisque le requin grande gueule est l'un des plus rares du monde. Les scientifiques ne l'ont pas encore complètement étudié. Ce poisson, de la taille d'une voiture, ferme rarement sa grande bouche, qui peut facilement contenir un humain adulte. Heureusement, il mange du plancton et ne te fera pas de mal. Ouf! Tu ne confondras pas le requin suivant avec quoi que ce soit d'autre. Le requin-scie est un poisson avec un long museau semblable à une scie. Les petites dents sur le nez de ce requin poussent vers l'extérieur. Chaque dent est équipée d'un électrorécepteur qui peut détecter les champs électriques provenant d'autres poissons. Dans des conditions de faible visibilité, ce requin peut détecter ses proies en utilisant son nez comme un radar. Le requin-scie maîtrise son arme comme un épéiste professionnel et peut frapper avec force et précision. Un requin qui te remarquera bien plus tôt que tu ne le feras est le requin-marteau. Ses yeux, placés sur les côtés, peuvent voir dans presque toutes les directions à la fois. Aucun poisson ne peut passer devant ce requin sans être remarqué. Il utilise sa tête non seulement pour l'observation panoramique, mais aussi pour la chasse. La nourriture préférée du requin-marteau est la raie pastenague. Elle ressemble à une couverture flottant invisiblement sur le fond de la mer. Mais elle ne peut pas se cacher des yeux aiguisés du requin. Ce dernier utilise le marteau pour plaquer les raies au sol. Et si on réunissait le requin-scie et le requin-marteau pour faire un peu de menuiserie? On pourrait peut-être fabriquer une chaise? Dans les eaux de l'Arctique, si tu as de la chance, tu peux rencontrer le requin du Groenland. Tu croiseras rarement cette grande créature lente mais majestueuse à la surface, car elle habite dans les profondeurs de l'océan. Ce requin peut vivre pendant une durée impressionnante de 300 ans et plus. Certains d'entre eux ont donc probablement été témoins de l'époque où tous les navires étaient encore en bois.
Les grands requins blancs et requins tigres font partie des principales espèces qui représentent un danger pour les humains. Tu peux les identifier grâce à leur aileron triangulaire qui sort de l'eau, mais il est beaucoup plus facile de prévoir leur présence si tu fais attention à ton environnement extérieur. Tu as beaucoup plus de chances de rencontrer ces requins tôt le matin ou tard le soir. À ce moment-là, il est préférable de rester sur la plage et de ne pas se mettre à l'eau. Il vaut mieux éviter aussi les embouchures de rivières avec du limon et de l'eau boueuse. C'est là que vivent le plus souvent les requins tigres, qui comptent parmi les requins les plus irritables du monde. Mais le principal signe que ces requins sont dans les parages, ce sont les bateaux de pêche. Si tu les vois à l'horizon, ne va pas dans l'eau. Les pêcheurs utilisent des filets pour attraper de grandes quantités de poissons. Et là où il y a beaucoup de poissons, il y a un requin qui nage et essaie de se nourrir. Toutefois, si tu es dans l'eau et que tu vois déjà un requin nager vers toi, alors tu as encore une chance de survivre. L'essentiel est de ne pas paniquer, n'éclabousse pas et ne fais pas de mouvements brusques pour ne pas exciter le requin. Ne t'éloigne pas du requin en nageant, car il peut penser que tu es une proie. Le requin tournera autour de toi, alors ne le perds pas de vue. Tu peux nager lentement vers le rivage jusqu'à ce que tu atteignes une eau peu profonde pour t'échapper rapidement. Mais fais attention, le requin peut te suivre jusque-là. Si le requin t'attaque quand même, tu devras alors te battre pour ta vie. Les points faibles du requin sont les yeux et les branchies. Sur ce, bonne chance! Tu nages à 3 km dans les profondeurs de l'océan. Ne me demande pas comment, mais joue le jeu. Il fait froid et la pression est intense. Il n'y a pas de poisson en vue. Puis, tu remarques une chose verte et brillante. C'est un scalet féroce. Son cou brille dans le noir pour attirer les poissons et autres délicieuses gourmandises. Ce requin n'a l'air de rien, il est petit, à peu près de la taille d'un chat. Il a la peau brune et de grands yeux verts. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Chaque nuit, cette créature remonte à la surface et s'attaque aux grands requins blancs, aux baleines et même aux espadons. Si tu regardes attentivement, tu verras sa bouche ronde avec un tas de dents pointues. Ses dents ne font pas que mordre, mais elles fonctionnent un peu comme une scie. Ce requin est appelé scalet féroce, cookie cutter shark en anglais, parce que lorsqu'il voit quelque chose de délicieux, il se serre et sa morsure a une forme de cookie. Ces requins sont même connus pour désamorcer les sous-marins. On se demande quelle saveur ils ont. Notre prochain requin est à peu près de la longueur d'une voiture. Seule une centaine de ces requins ont été repérés, mais si jamais tu en croisais un, tu ne l'oublierais jamais. Il a une grande bouche, une énorme bouche, une méga bouche, comme la mienne. C'est le requin grande gueule. Tu pourrais facilement tenir dedans si tu te mettais en boule, mais ils ne sont pas dangereux, du moins pas pour les humains. Ils se nourrissent en nageant avec la bouche ouverte, filtrant le plancton et les autres produits sous-marins. Le requin a des organes spéciaux dans sa bouche qui brillent pour attirer les petits crustacés. Il nage dans les profondeurs de l'océan, dans l'obscurité totale. Mais il a probablement aussi un grand sourire. Les requins renards ont aussi une partie du corps très volumineuse, la queue. Elle fait presque la moitié de la longueur du requin lui-même et ressemble à une pale d'hélicoptère. C'est l'un des rares animaux qui chasse en se servant de sa queue. Le requin surprend un banc de poissons et commence à secouer son gagne-pain. Cela fait flipper une partie des poissons, ce qui est précisément le but recherché. En un clin d'œil, il peut aussi utiliser sa queue pour se défendre. Ce qu'il y a vraiment de cool avec ce requin, c'est qu'il n'attaque pas les gens. Le requin ange, bien qu'il existe plusieurs types de requins anges, ce sont plus des requins que des anges. Ils sont plats comme des raies pastanagues et leur peau est couverte de motifs qui les aident à se fondre dans le fond marin. À cause de ce camouflage, les plongeurs les touchent parfois accidentellement, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Ils sont rapides et ont des mâchoires puissantes. Pourtant, ils préfèrent le goût des petits poissons au tien. Le requin dormeur cornu a 2 crêtes qui ressemblent à des cornes juste au-dessus de ses yeux. C'est sans aucun doute le grand-père du monde des requins. Il n'est pas agressif, il nage assez lentement et se couche tard presque chaque nuit. Ses 2 repas préférés sont les oursins et les crustacés. Il déplace ses nageoires sur le fond marin, un peu comme s'il avait des pattes. Mais ne sous-estime pas ce gars, il a l'une des plus fortes morsures de tous les requins. Il a besoin de ses grosses dents pour écraser les coquilles de ses repas de fin de soirée. Et si une chose cherche à l'attaquer, il faut faire attention. Les requins dormeurs cornus ont des pointes acérées sur leurs ailerons. Le prix du requin le plus laid est décerné au requin lutin, et il est loin devant. De l'extérieur, il a déjà l'air un peu bizarre et il fait à peu près la taille d'une moto sous-marine rose. Il a une longue queue et un nez très long.
Il vit dans les profondeurs de l'océan et adore manger des calamars. Il n'est pas aussi rapide que ses congénères, mais il est bien plus sournois. Il a une technique secrète et totalement sauvage pour rattraper les calmars. Le requin nage derrière le calmar, le rattrape et se rapproche de plus en plus. Mais pas question que le calamar ralentisse. On dirait que le pauvre requin lutin n'aura pas de déjeuner aujourd'hui. Et alors, il ouvre la bouche. Sa mâchoire est attachée à des plis de peau qui lui permettent de littéralement la jeter hors de sa bouche. Et comme c'est un requin, ses dents sont acérées. Cette portée supplémentaire lui permet de capturer son repas et une fois le festin terminé, il remet tout simplement sa mâchoire dans sa bouche. Ces requins ont été repérés à de nombreuses reprises au large des côtes du Japon. Ils doivent leur nom aux mythes et aux contes de fées japonais. Il n'y a qu'une chose plus cool qu'un requin ninja, c'est le requin lanterne ninja. Imagine qu'il y ait un tube que tu peux faire glisser vers le bas et qui t'emmène au fond de l'océan. Il fait trop sombre, tu ne peux rien voir. Soudain, tu remarques un point lumineux qui se déplace au loin. Il se rapproche et se dirige vers toi. C'est une tête bleue et brillante. Pire, on dirait que cette tête n'a pas de corps. Le requin lanterne ninja a la peau noire. Il est donc presque invisible dans l'obscurité. Il a la taille d'un bras humain, mais ses petites dents acérées sont loin d'être des gadgets. Personne ne sait vraiment pourquoi ce requin brille. Peut-être pour attirer des poissons savoureux. Une autre théorie avance qu'il utilise cette lumière pour communiquer avec ses amis. Est-ce qu'il a vraiment des amis ? Le requin marteau. Ce requin féroce peut peser jusqu'à une demi-tonne. Il vit dans les eaux tropicales du monde entier et c'est l'un des requins les plus faciles à reconnaître. Ses yeux sont en fait situés sur les flancs de sa tête en forme de marteau. Cela signifie qu'il peut voir dans presque toutes les directions. Il a même des muscles spéciaux au niveau du cou pour lever et baisser la tête afin de voir un peu mieux. Sa nourriture préférée ? Les raies pastenagues. Tu sais, ces choses plates qui nagent au fond de la mer, camouflées pour ressembler à du sable et à des morceaux de roche. Les raies pastenagues s'en sortent en se fondant dans leur environnement alors que le danger ne fait que passer. Mais les yeux du requin marteau voient tout. Oh oh ! Les grands requins blancs, les requins marteaux et autres grands requins vivent environ 25 ans. Mais il y a un requin qui peut vivre bien plus longtemps. Le requin du Groenland peut vivre entre 300 et 500 ans. Il se trouve principalement dans les océans Atlantique Nord et Arctique. Il aime nager dans les profondeurs où il fait sombre, alors il se sert de son nez pour renifler la nourriture. Comme il passe beaucoup de temps au fond, il a trouvé le moyen de résister à la forte pression. C'est l'un des plus vieux poissons vivants, le plus grand et le plus lent sur Terre. Imagine que tu es en croisière dans l'Arctique et que tu vois un de ces requins qui avance lentement dans l'eau glacée. Il a peut-être 400 ans de plus que toi. La plupart des requins sont omnivores. Ils peuvent s'attaquer aux dauphins, aux autres requins, aux crabes, aux oursins, aux poissons plus petits ou même plus gros. Aux hot dogs ? Non, je plaisante pour les hot dogs. Mais le requin marteau Tiburo, lui, est un peu différent. Il mange des algues à la moitié de ses repas. Il est en fait apparenté au requin marteau, mais sa tête ressemble plus à une pelle. Peut-on creuser ? Si tu vois ce dernier nager, tu pourrais penser que c'est un serpent de mer ou un énorme ver d'eau. Les requins lézards aiment nager au fond de l'océan comme beaucoup d'autres requins. Quand ils chassent quelque chose de délicieux, ils se déplacent un peu comme un serpent. Et tout comme un serpent, ils aiment engloutir leur repas en un seul morceau. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de dents. Au contraire, ils en ont environ 200 et elles sont bien aiguisées. Le requin-scie a un long nez plat et très pointu. Les dents qu'il a sur le nez ne cessent de pousser. Chacune de ces dents est équipée de récepteurs électriques pour aider le requin-scie à sentir les poissons qui se trouvent à proximité, comme le radar d'un navire. Quand le dîner est à proximité, le requin nage et frappe de son nez, l'agitant comme un chevalier exhibant ses talents. Par ailleurs, si ce type passe à proximité, tu n'auras pas le temps de cligner des yeux. Tu l'as vu ? Et maintenant, je te présente le requin le plus rapide du monde, le requin mako. Il peut nager jusqu'à 55 km/h. Cela ne semble pas si rapide sur Terre, mais sous l'eau, ça l'est. C'est plus long qu'un guépard, mais plus rapide que la plupart des chiens. Il a le sang chaud, ce qui est super rare pour un requin. Cela lui permet de nager vers des endroits froids et éloignés où un requin ordinaire ne survivrait tout simplement pas. L'espadon va beaucoup plus vite. Il peut nager jusqu'à 90 km/h. Ce n'est pas un requin, mais c'est quand même une créature extraordinaire. Dans une course, l'espadon arrive généralement en tête.
Mais il n'est pas seulement rapide, il est ingénieusement rapide. Il a une glande à côté de son nez qui pompe une huile spéciale. Cette huile se répand par le nez et ressort par de minuscules trous. Cette huile spéciale est imperméable, ce qui permet à l'espadon de glisser dans l'eau à grande vitesse.